Bonjour et bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Innover en zone de turbulence, regard d'acteurs nantais ». Il va être question de crise et de réponse aux crises et je suis entouré d'un panel d'experts, de Nantais, mais également un intervenant à distance. Et ensemble, nous allons discuter de la réponse à Nantes à la crise. On aura l'occasion de voir deux beaux projets. Le projet Maker qui sera présenté par Pierre-Antoine Gouraud et Quentin Adam. Messieurs, merci d'être avec nous. Et le projet Nantes Entraide qui sera présenté par notre amie Céline Lou. Merci également d'être avec nous. Suite à ces deux projets, nous allons avoir un panel, une discussion ouverte. Je présenterai les panélistes à cette occasion-là. Pour aussi un petit peu interagir avec le public, je propose tout de suite une petite question, sondage. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire est un frein à l'innovation? Oui, non, peut-être. Simple, précis et clair. Donc, pour commencer tout de suite, parce que nous avons de nombreux intervenants, beaucoup de sujets à traiter, donc je ne veux pas passer trop de temps personnellement à introduire cette séance, je vais lancer tout de suite Pierre-Antoine Gouraud et Quentin Adam pour la présentation du projet Maker. Messieurs, à vous. Bien Jean-Paul, merci beaucoup. C'est effectivement l'histoire de ce Maker, histoire qui n'est pas finie, qu'on va vous relater avec Quentin Adam, qui a été à l'initiative, a lancé cette aventure. Maker, qu'est-ce que c'est? C'est un ventilateur, donc c'est un dispositif médical qui est né de la crise pandémique de la Covid-19 et qui est vraiment à l'origine, au carrefour de plusieurs innovations. Qui a eu un recours massif à l'impression 3D pour sa conception, qui a un recours massif au numérique et qui n'est possible aussi que grâce à l'open source et l'open innovation. Au début de la crise, hop, si on peut passer la diapositive suivante s'il vous plaît. Hop, donc le défi il est très simple. On est au tout début de la crise. Le système sanitaire dans son ensemble est plongé dans l'incertitude. On sait qu'on va manquer de beaucoup de choses et parmi ceux dont on va pouvoir manquer, eh bien, c'est potentiellement ces respirateurs, ces machines qui sont destinées à se substituer aux poumons du patient pour renouveler l'air dans les poumons et oxygéner le sang. Et Quentin nous lance un défi, il dit est-ce qu'on peut construire massivement avec des matériaux simples en France ou à l'étranger, un respirateur qui est capable de prendre en charge des patients qui sont les plus sévèrement atteints par ce virus du Covid-19. Et quelques mois plus tard, le résultat, en fait, c'est une première mondiale, ici à Nantes et également avec nos collègues du CHU de Brest. On mène avec succès la première séquence d'un essai clinique avec l'autorisation et une très bonne interaction avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et on est parmi des centaines d'initiatives dans le monde qui ont eu aussi cette idée, la seule qui est testée chez l'homme dans le respect absolu de la rigueur scientifique et des mesures de sécurité qui sont appliquées à la recherche médicale. Et la recette qu'on a mise en œuvre ici sur le territoire nantais, avec le soutien des régions, en traversant nos frontières disciplinaires, eh bien, c'est d'avoir monté un collectif avec des valeurs et d'avoir relevé ce défi qui a des dimensions humaines, industrielles, techniques et qui s'applique dans un domaine qui est quand même un peu particulier. Et c'est le professeur de faculté de médecine qui s'exprime ici. Eh bien, c'est dans le domaine de la santé. Et dans la santé, oui, on innove, mais on innove pas n'importe comment.
Quentin va peut-être nous dire un peu comment on a lancé l'affaire, et vous le voyez là avec une des photos qui relate un peu le projet dès la mi-mars. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête, Macron vient de faire son discours disant on est en guerre. Bon, très bien, si on est en guerre, on se met en économie de guerre. Et si on se met en économie de guerre, on va remplir les choses qui manquent. Pour remplir les choses qui manquent, on va manquer de respirateurs. Et pour construire des respirateurs, comment on fait? À ce moment-là, la team d'ingénierie, elle a zéro connaissance sur comment faire des respirateurs. Donc on part sur plusieurs modèles en même temps. Un, on construit une team d'ingénierie et on la forme. Donc là, c'est les MOOC et c'est la puissance d'Internet. Deux, on crée un pôle universitaire, et ça c'est essentiellement Pierre-Antoine qui l'a construit, capable de répondre aux problèmes. Et ensuite, on va chercher des compétences comme certifier un dispositif médical. Et là, c'est la rencontre avec Eric Honecker et Marc Julien de Diabeloop qui arrivent pour faire ça. Mais en fait, quand on construit une organisation qui va passer de 5 personnes à 300 personnes en 2 semaines, il ne faut pas penser l'organisation uniquement sous l'angle d'ingénierie. Il faut construire la totalité des fonctions de la structure en même temps, c'est-à-dire la logistique, la comptabilité et la capacité à aller chercher du financement, parce qu'on a obtenu du financement de l'Agence Innovation de Défense, du CEA, de la Fondation de l'Université de Nantes, d'un certain nombre d'entreprises privées qui ont donné des produits pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire qu'il vous faut un service capable de parler avec ça, il vous faut des gens capables de communiquer avec les différents types de personnes, donc des gens qui vont communiquer avec l'institutionnel, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais penser à un projet comme étant simple. Il faut le penser dans toutes ses multiplicités immédiatement, en posant des valeurs. Et les valeurs, on les a posées ensemble au démarrage. C'était open source. Tout ce qu'on fait sera disponible pour n'importe qui, le plus vite possible, parce qu'il va falloir produire très rapidement quelque chose, et bienveillant. Et on est passé de 17 mars, on lance le projet. Le 3 avril, on branchait un animal pour les premiers tests sur animal. Le 9 avril, on a déposé le premier dossier d'investigation clinique auprès de l'agence de régulation. Et le premier essai clinique a débuté fin juillet, ce qui peut paraître très long, mais ce qui est très rapide pour cet écosystème-là. Un dispositif qui finit sur un être humain en moins de 3 mois, c'est délirant. Oui, on était capable de le faire en moins d'1 mois. C'est sans compter ce genre d'institution qui a besoin d'être un petit peu violentée déjà dans ces délais-là. Alors je pense que ce qu'on voit dans un collectif comme ça, c'est que finalement la crise, c'est aussi une opportunité pour traverser les frontières. Et ce qui nous réunit, c'est ces valeurs du logiciel libre, de l'open design, de l'open hardware. Et c'est ce qui permet de passer de 5 personnes au départ à plus de 350 qui, à un moment, auront contribué au projet, chacun avec ses compétences, son expertise. Évidemment, une valeur centrale, c'est l'entrepreneuriat, la logique de la tentative, ne pas avoir peur de l'échec. On s'est planté, replanté, on a lancé massivement des designs différents. Et ce qui m'a beaucoup marqué à travers l'aventure, dont on voit là quelques photos de moments un peu à part, c'est que ce qui a été vraiment une constante dans tout le projet, c'est toujours aucune peur de l'autre et de ses compétences différentes. Tout le monde est hors norme, tout le monde est en dehors de sa zone de confort. Eh bien, l'autre, qui d'habitude peut-être me fait peur, en fait, il n'y a pas de peur de l'autre, c'est qu'est-ce que tu peux faire, comment on peut avancer. Et ça a vraiment été une valeur très forte du projet depuis le début. Avec une réponse du monde académique, Quentin l'a rappelé, tout est incroyable dans cette affaire. On a un CHU qui est promoteur d'un essai clinique d'une machine qui a été conçue par des bénévoles. On a la communauté universitaire, l'Université de Nantes, le CEA qui se mobilisent, qui mettent à notre disposition leurs moyens. Et très vite, l'Agence d'innovation de la Défense dit « Ok, on repère ce projet, on le finance, on le soutient ». Et ça nous a beaucoup aidé. Tout ça en lien avec aussi les sociétés savantes
notamment la Société française de médecine de catastrophe. Donc on a à la fois un collectif et un consortium public, privé, avec des industriels, des petits, des grands, qui nous rejoignent dans ce projet. Donc ce défi il est à la fois humain, industriel et technique, et peut-être Quentin, sur l'aspect technique, de commenter comment on a géré des contraintes qui d'habitude sont traitées de manière séquentielle. En fait, on les a prises toutes de front. Oui, en fait, l'idée de base est de se dire, on a des contraintes. Les contraintes qu'on doit gérer, c'est, on s'en fout de produire une machine. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est en produire beaucoup. Donc, si on trouve une solution, mais qui n'est pas réplicable, elle n'est pas intéressante. Donc, dès le début, on s'est intéressé au stock, à la profondeur de stock, à la profondeur de production, parce que même une bonne solution, elle était écartée si on n'était pas capable de la livrer en quelques jours en quantité. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire un cycle R&D, industrialisation, certification, on a fait la R&D propose des solutions, la possibilité d'industrialisation est en boucle directe dessus, donc on la benne si jamais c'est pas possible, et la certification met des contraintes extrêmement binaires dans la conception pour éviter de se poser des questions dont la durée va être trop longue. Par exemple, aucune colle. Faire l'identification bio-ingénierie d'un matériel comme une colle est compliqué, donc dans la conception, pas de colle, fin de la discussion. Et ça, c'est un moment où tu imposes des contraintes à la R&D et à l'industrialisation qui permettent d'avancer. Ensuite, c'est la découverte d'un truc. Un dispositif médical, sa certification ne dépend pas de ses plans. La certification d'un dispositif médical, c'est son processus industriel. Donc, ça signifie que le plan initial qui était de dire on va expliquer comment produire des respirateurs et puis chacun dans son garage pourra créer un respirateur et brancher sa grand-mère, ben non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il va falloir produire quelque chose, libérer la totalité des dispositifs et faire la R&D à plusieurs. Et ensuite, ce qu'on va normaliser, c'est la façon de produire le respirateur et le processus industriel afférent. Et ça veut dire qu'on va introduire dans la R&D des composants importants pour la certification parce qu'on doit être capable de répéter de façon certaine le processus de fabrication. Donc toutes les notions de calibration, etc. doivent être dégagées pour éviter d'avoir des complexités de manufacturage. Donc ça, je pense que c'est un truc qui est très important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'industrie française, quand on lui demande ce genre de choses, elle est là. Très souvent, on parle de l'industrie française comme étant un truc au passé, un échec, des gens pas bons. C'est pas vrai. L'industrie française, elle est réactive, compétente, capable d'avancer à toute vitesse. Et c'est le tissu à la fois de grosses entreprises comme SEB, comme Renault, mais également tous les prestataires de rang 2, de rang 3, ces PME industrielles qui forment le tissu industriel français, qu'on réagit avec rapidité, intelligence et qui prouvent qu'il faut pas considérer que l'industrie française est un sujet plié. Au contraire, on a une des meilleures industries du monde. Alors effectivement, cette mobilisation, c'est des entreprises qui se mobilisent dans le domaine de la santé. Et on l'a dit sous forme presque de blague, mais ce n'est pas une blague, c'est le serment d'Hippocrate. Dans le serment d'Hippocrate, on dit « primum non nocere », d'abord ne pas nuire. Ça veut dire que quand on a une pratique dans la santé, y compris dans la recherche, c'est toujours la sécurité des patients, la sécurité des soignants qui prime. Et donc ça a été vraiment un fil rouge dans le collectif à travers toute notre série d'innovations. On voit ici quelques images des procédures de validation qu'on a mis en œuvre au CHU de Nantes, à Grenoble avec le CEA, au CHU de Brest avec mon collègue professeur Héro Adler qui teste la machine indépendamment, avec des mannequins qu'il a dans son dispositif de simulation. Donc on innove, on peut innover beaucoup plus vite parce qu'on est en période de crise, mais on valide et on ne transige pas avec les règles qui s'appliquent à l'innovation. C'est ce qui nous a conduit aussi à être les seuls à réussir, dans le respect des règles, cette première mondiale à Nantes et à Brest, de faire respirer des patients avec une machine dont on n'avait même pas l'idée qu'on allait la construire quelques mois avant. Ce qui est important à comprendre, c'est que
chaque personne qui a été dans le projet s'est fortement impliquée. Et personne ne s'est dit je me mets à 70%. Les gens qui ont travaillé dans l'équipe de conception, ils ont bossé jour et nuit. On a chronométré nos temps de sommeil et on les liait aux livraisons de matériel ou au temps d'impression des machines 3D. Les gens qui travaillaient en distanciel, on se passait des coups de téléphone à 2h du mat', enfin, ils étaient debout, ils ont travaillé, tout le monde a été à 100%. Et tout le monde a fait des efforts. Quand on débarque au CEA, donc nous on a confiné les gens, on avait 30 personnes dans la team de R&D, c'était trop compliqué de se dire on va respecter les gestes barrières. En plus à ce moment-là, il y a beaucoup d'inconnus sur le virus, donc on prend toute l'équipe de conception, on l'enferme dans un bâtiment et à partir de ce moment-là, elle n'a plus de contact avec l'extérieur. Donc au début on dit ça va durer quelques jours, pour finir les gens sont quand même retrouvés casernés pendant 5 semaines et une fois qu'on est caserné, on se dit on a besoin de plus de matériel, le CEA nous ouvre ses portes et nous ouvre ses budgets aussi, et donc on prend la totalité du laboratoire, on le démonte, on le remonte au CEA. Démontage laboratoire, début, fin du remontage au CEA, 12 heures, 14 heures peut-être. 12 heures est la plus longue nuit qu'on passe en 10 jours, c'est-à-dire qu'on la passe dans le bus. Ouais, on a dormi 8 heures dans le bus, c'était le bonheur. Entre Nantes et Grenoble, arrivé 8 heures du matin aux grilles du CEA, à 9h30 le laboratoire il est remonté et les équipes ont mangé un petit croissant au passage. Donc on a cette générosité-là qui est aussi pris en relais par, je dirais, toute la rigueur universitaire. On dépose un protocole de recherche, on fait des publications. Vous en avez un exemple ici donc, à l'écran. On publie donc une publication scientifique qui est expertisée par des reviewers indépendants de manière anonyme, qui va se prononcer sur la qualité du travail, et on publie les résultats précliniques. Et ça montre à quel point on a une démarche de transparence qui prolonge l'open source, mais qui est aussi la transparence que l'on doit aux autorités, la NSM, le CHU promoteur de l'étude, le groupe SEB Reventa fabricant, le CEA qui nous accompagne sur effectivement toute la partie tests précliniques et première série pré-industrielle. Donc on a aussi un vrai défi technique. Peut-être Quentin, quelques mots sur cette transition logicielle, cette machine nouvelle génération que l'on crée grâce au Macaire, et puis le rôle de l'impression 3D qui a été fondamental dans le projet. Ce qui est très important, c'est que beaucoup de machines, elles sont construites avec du matériel. C'est physique, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique. Le Maker, c'est un logiciel. Et ensuite, on l'a habillé avec du matos. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que tu peux prendre du retard dans la conception physique, c'est le matériel qui va rattraper le retard. C'est le logiciel qui fait l'intelligence de la machine, et en fait c'est la transition numérique du dispositif médical. Et ça c'est très important de comprendre que quand on dit le numérique mange le monde, software is eating the world, c'est pas juste balancer des photos et des conneries sur Instagram. C'est comment on va mettre de l'intelligence informatique dans n'importe quel objet pour l'optimiser, baisser son coût économique et écologique, le rendre capable de se mettre à jour grâce à juste une mise à jour logicielle, et comment on l'a conçu autour de ça, en étant capable de réduire les temps de conception en utilisant l'impression 3D, qui pour le prototypage est un truc extraordinaire. Ouais. Grâce à la crise, à cause de la crise, on est contraint de faire une recherche extrêmement frugale, pas beaucoup de matériel, de l'intelligence, du numérique, et donc on produit une machine qui est high-tech, mais qui peut être produite à bas coût avec des matériaux standards. Ok, merci beaucoup Pierre-Antoine et Quentin pour cette présentation de Maker, une réponse à la crise sanitaire en termes de santé, mais une réponse rapide, industrielle, technologique. Maintenant, nous allons passer à un autre type de projet qui répond à une autre type de problématique, également liée à la santé, mais plus surtout au confinement, en réalité, qui a eu lieu. Et comment est-ce que Nantes s'est organisée en période de confinement? Céline Lou, parlez-nous un petit peu de ce projet Nantes Entraide. Bonjour à tous. Alors du coup, notre projet, il est très très différent. Donc Nantes Entraide, c'est quoi? C'est un réseau d'entraide citoyen. En fait, vraiment au démarrage du confinement, au bout de 24 heures, on a eu
des associations qui ont exprimé des besoins. En fait, ils avaient déjà besoin de coups de main, de bénévoles, sur notamment de la distribution alimentaire. À côté de ça, on avait pas mal de Nantais qui avaient envie de filer un coup de main. Ils ne savaient pas trop quoi faire, mais en tout cas, ils tapaient à la porte de la mairie en disant ben voilà, moi je suis dispo, je suis confinée, je veux aider. Avec tout ça, on s'est dit, bon, mais il y a un truc à faire, il faut qu'on arrive à centraliser les choses, sachant que la ville de Nantes ne dispose pas d'une plateforme comme certaines autres communes. On s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va essayer de s'organiser un réseau, de recontacter systématiquement tous les Nantais qui ont envie de filer un coup de main, de voir un peu leurs compétences. On ne demandait pas forcément des compétences aussi techniques que pour vous. Il n'y a surtout pas que des compétences techniques. Il y a des gens qui sont venus nous faire à manger. C'est un gros projet, c'est beaucoup de compétences et pas que des gens pointus. Surtout pas. Mais justement, en fait, je pense que c'est ça la force de Nantes Entraide, c'est qu'on a pris toutes les volontés de chacun. Ça allait d'une dame qui voulait faire des gâteaux à quelqu'un qui avait vraiment envie de prendre du temps, aller dans des EHPAD, faire de la distribution alimentaire, etc., etc. Bref, du coup, on a commencé à monter une petite équipe. Donc, vous voyez une toute petite partie. Donc, c'est des agents de la ville de Nantes qui se sont mobilisés pour essayer d'avoir un guichet unique, en fait, une porte d'entrée unique pour la mairie. Donc, on prenait un petit peu toutes les propositions, les sollicitations diverses et variées. Et nous, notre boulot, c'était de faire du réseau avec, bien évidemment, nos collègues du CCAS, mais bien évidemment, tous les acteurs associatifs nantais. Donc voilà, résultat des courses, on a eu beaucoup de sujets, on a eu plus de 2000 sollicitations, des dons, alors des dons alimentaires, de vêtements, de tissus, etc. à remettre en lien du coup avec des personnes qui en avaient besoin. On a eu un gros sujet de masques, donc ça c'est la photo d'une couturière solidaire et bénévole. On a notamment accompagné, alors je crois que j'ai une image, alors on a accompagné, je reviendrai sur ça, on a accompagné une démarche associative vraiment sans précédent qui s'appelle 15 000 masques pour les quartiers. Donc voilà, c'est une démarche qui a été enclenchée par l'association Femmes en Fil qui, avec son collectif de couturiers et de couturières solidaires à l'échelle de Nantes, ont souhaité s'activer pour fabriquer des masques pour qu'à la sortie du confinement, en fait, on puisse donner des masques à des Nantais qui ont peu de moyens. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important. Et nous, notre rôle, c'était d'essayer de leur faciliter la vie. Alors notamment, c'était une des photos précédentes. Vous voyez mes collègues en train de démêler un élastique, voilà. Donc nous, on a essayé d'aller acheter des élastiques. C'était le sujet quand même principal du moment, où on trouve des élastiques, acheter du tissu, récupérer du tissu, amener ça à des couturiers, récupérer les masques, etc. etc. D'un voilà. côté, pas de colle, et de l'autre côté, beaucoup d'élastiques. Exactement. Donc voilà. Donc là, on s'est amusé pendant quelques heures, tard le soir, pour démêler l'élastique. Donc voilà. Après, le gros de notre activité a porté surtout sur de la distribution alimentaire, puisque au tout début en fait du confinement, on a vu qu'il y avait un impact réel sur les familles. Il n'y avait plus de cantine. Donc on avait des familles qui se retrouvent vraiment en difficulté. On n'avait plus la possibilité des petits boulots qui permettent d'avoir un petit peu de ressources. Et les associations, notamment de quartier, ont rapidement interpellé la ville pour essayer de voir comment on pouvait trouver une solution ensemble à ce problème. Et donc là, par exemple, c'est une photo d'une distribution alimentaire à Bellevue qui est
parti du comptoir des Alouettes, qui a été fortement soutenu par la ville en termes de logistique, de coups de main, enfin de choses très très concrètes. Et ce qui est super, c'est que maintenant, mais peut-être que Maëlle en parlera, c'est devenu en fait le marché alternatif de Bellevue. On est parti d'une petite initiative citoyenne d'urgence alimentaire pour un projet de plus grande envergure. Donc voilà. Et tout ceci n'aurait pas été possible sans des livreurs solidaires. Donc là, ça c'est des collègues de la ville qui ont assuré de la logistique, mais nous avions plein d'habitants, de Nantais qui se sont mobilisés très fortement pendant 2 mois pour aller faire de la distribution de colis à domicile. Donc voilà, pourquoi à domicile? Tout simplement parce que les gens étaient confinés, qu'il y avait des soucis parfois de mobilité, qu'il y avait des problèmes de santé bien évidemment, et qu'on a essayé de vraiment trouver des solutions sur mesure. Donc voilà. La première semaine, début avril, c'était 65 familles qu'on livrait. Après, on est passé sur 400 colis alimentaires. Donc, pour vous dire, c'est pas notre corps de métier habituellement de faire de la distribution de colis alimentaires et de gérer ce genre de choses. Mais on a dû être agile, s'adapter, se mettre en relation, bien évidemment, avec des associations qui sont habituées, comme bien évidemment la Croix-Rouge. Donc voilà, et puis de répondre à l'urgence. Donc voilà. C'est un beau projet. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Vraiment, vous avez créé une plateforme en quelque sorte d'offres et de demandes non lucratives, mais qui a vocation à continuer à se développer. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter. Je voudrais introduire maintenant nos panélistes avec lesquels nous allons discuter pendant la prochaine heure. Nous avons Raphaël Suire, professeur en économie et management de l'innovation à l'Université de Nantes. Raphaël, merci d'être avec nous. Merci. Nous avons également Maëlle Copé, vice-présidente de Nantes Métropole en charge des déchets, de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Merci Maëlle d'être avec nous. Nous avons monsieur Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, délégué à l'innovation, au numérique et aux relations internationales. Nous avons également Laurent Devilme, professeur à l'ENSAN, professeur d'urbanisme à l'école d'architecture de Nantes. Et nous avons à distance monsieur Giovanni Allegretti. Est-ce que vous nous entendez, Giovanni? Perfect, I can hear you. Oui, je vous entends sans problème. S'exprimer en anglais, qui est architecte, urbaniste et chercheur au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra, au Portugal. Alors je voudrais d'abord démarrer avec vous, Laurent. Vous observez depuis longtemps l'écosystème nantais local, les espaces d'innovation à Nantes. Est-ce que vous êtes surpris de l'émergence de ces 2 projets à Nantes, Mecair d'un côté, Nantes Entraide de l'autre, ou est-ce que ça vous paraît quelque chose qui finalement rentre dans le cadre de la droite lignée de la culture de l'innovation diverse et variée de Nantes ? J'imagine qu'on va en rediscuter dans les prochaines minutes et peut-être d'abord se méfier d'une réification trop rapide d'un écosystème nantais qui générerait des valeurs et un collectif. Alors on a bien vu qu'ils peuvent exister quand ils sont très précis sur un objet comme un Mecair, ça a été bien montré. Pour autant, voilà, c'est pas si sûr qu'on ait un écosystème de l'innovation très bien défini. Alors vous le disiez, et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se joue du côté de l'innovation sur un temps un peu plus long, et donc avant ce perturbateur majeur qu'est la crise pandémique, et si on s'intéresse à l'innovation publique, on voit bien qu'elle a pris des formes assez différentes depuis, disons, une trentaine d'années. Évidemment, on n'a pas le temps de développer, mais pendant longtemps, quand même, cette innovation, c'était de la modernisation. C'était quand même un mot-clé, et qui se traduisait beaucoup par des innovations techniques et par des figures de l'innovation technique. Ça s'est traduit à la fin des années 90 par la question que je pense assez importante, parce que ça va peut-être revenir tout à l'heure, par un enjeu de territorialisation de l'action publique pour le pouvoir local notamment. Par exemple, à Nantes, ça s'est traduit par la mise en place de quartiers avec des équipes de quartiers qui ne sont peut-être pas pour rien dans ce qui vient d'être évoqué à l'instant.
Et donc ça, c'était contrer la sectorialisation de l'action publique. Vous voyez, les secteurs, les silos, les tubes, c'est un enjeu permanent et qui est toujours existant aujourd'hui. Si vous regardez la construction des délégations au sein de Nantes Métropole, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est en train de se construire, mais qui n'est pas très stabilisé. Si on regarde de plus près, vous voyez par exemple qu'il y a une délégation mobilité-déplacement, une délégation voirie et une autre délégation mobilité douce. Alors, qu'est-ce que tout ça va donner en termes d'innovation? Est-ce que ça arrive à se croiser? Nul n'est devin et on ne peut pas le dire aujourd'hui. Je dirais qu'une autre tendance qui est intéressante, c'est de voir que les formes d'innovation de l'action publique se sont démultipliées depuis 20 ans. Tantôt, on confie à un poisson pilote de l'aménagement, une société publique locale, le soin d'innover. Tantôt, il y a beaucoup d'innovations recherchées dans la transformation du débat. On en a parlé ce matin, c'était bien sûr pointé à l'introduction de ce colloque. Conseil de quartier, carrefour des citoyens, grand débat, conférence métropolitaine, World Café, prospective citoyenne. C'est à la fois heureux et en même temps, on voit bien que parfois on y perd son latin et que dans la co-construction recherchée des politiques publiques, il faut arriver à tracer comment on passe de cette démultiplication, où toutes les vannes seraient ouvertes, à la prise en compte réelle des intérêts des uns et des autres. Alors de ce point de vue, je pense que l'épisode qu'on traverse est sûrement un accélérateur incroyable. Un dernier point, sans être trop long, c'est que depuis quelques années, on a vu beaucoup arriver une focalisation assez forte à nouveau sur le technologique et le numérique. Et il y a un an, on n'aurait probablement pas vu une vieille machine à coudre, vu des élastiques à démêler ou évoqué l'enjeu de l'absence de colle dans un appareil. On aurait été beaucoup plus sur l'enjeu qui sont des exemples nantais, d'une rue connectée sur le dit quartier de la création. On aurait été beaucoup plus sur une maison imprimée en mode 3D. Et donc quelque chose qui aurait été peut-être plus... Alors, comment en qualifier plus éphémère, plus anecdotique peut-être, mais en tout cas beaucoup plus dans l'esprit French Tech et innovation liée au numérique, dont on voit bien que le sens a beaucoup évolué par les projets qui viennent d'être présentés. Donc, il me semble, pour terminer, qu'on a à Nantes un cadrage qui est à la fois entrepreneurial, on a eu des très bons exemples tout à l'heure, environnemental et citoyen, et que suivant les cas de figure, la dominante, elle est plutôt d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense, mais on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, que l'épisode récent montre l'enjeu des professionnels de terrain, y compris pour l'action publique, et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez fort. Et puis, je trouve que le dernier projet montré témoigne aussi d'une transformation peut-être des rapports entre la politique publique locale et des citoyens plus ou moins structurés et qui étaient parfois défiants, voire en opposition à l'action publique construite. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant si on regarde plutôt ce qui serait de l'ordre d'une innovation citoyenne. Alors pour réagir à ce propos, Maëlle, quel regard portez-vous sur cette action de l'autorité publique qui s'est muée en facilitatrice d'une plateforme, Nantes Entraide, qui en plus a vocation à se développer? Est-ce que vous voyez ça comme une innovation réelle du secteur public ou est-ce que vous avez une autre approche? Alors, merci Laurent pour cet éclairage, parce que moi je pense qu'en fait à Nantes, on est... Et merci aux autres intervenants, parce que Nantes est une belle ville de l'innovation, on est reconnu pour ça, mais c'est d'abord une ville de rebelles. On trouve plein de rebelles à Nantes. On a, dans le sens de l'innovation sociale, un vivier d'hommes et de femmes qui se bougent, et ça c'est dans l'héritage de notre histoire commune. On a des luttes ouvrières, des luttes paysannes, on a un tissu syndicaliste extrêmement puissant qui en fait qu'aujourd'hui on a un socle historique de l'innovation sociale où on a des hommes, des femmes qui ont la capacité d'imaginer des réponses concrètes, nouvelles, pour des besoins sociaux nouveaux qui apparaissent là dans l'urgence, mais on le sait que c'est quelque chose de continu sur notre territoire, et qui souhaitent impliquer les acteurs concernés par ces besoins-là.
Et ça, cet héritage-là, nous, politiquement, on a fait le choix, on a eu la volonté dès, j'allais dire 2001, sur l'économie sociale et solidaire, cette volonté politique de le structurer. C'est-à-dire qu'on a fait le pari de dire l'innovation sociale doit être structurée dans les politiques publiques de la métropole, de la ville, puis de la métropole. Et ça, on revient sur l'ancrage de territoire et l'importance de l'ancrage territorial. Et ça s'illustre par... d'abord écrire ce que c'est l'ESS en 2001, ensuite l'ancrer dans le paysage avec des moments, des événementiels comme en 2006 où on réunit 30 000 personnes pour à la fois faire, j'allais dire, du jus de cerveau sur qu'est-ce que l'innovation sociale, mais aussi comment on organise des filières et des thématiques. Et puis en 2014, l'ouverture d'un lieu multi-activité de l'économie sociale et solidaire où bouillonne l'innovation au cœur de la métropole, c'est le Solilab, qui est actuellement animé par 400 acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on ancre dans le paysage l'innovation sociale, c'est une volonté politique. On l'ancre aussi dans le quotidien des habitants parce que depuis 2014, on a 200 projets qui sortent de ce lieu pour donner un patrimoine de solutions aux habitants concrètes qui remet aussi de la démocratie dans l'économie. Et puis, on cultive cette innovation sociale, ce désir d'innovation, parce que ça se suscite l'innovation 360. Et je crois que l'histoire des silos, de tout ça, bref, moi, le parti pris qu'on a à Nantes, c'est dire il faut inscrire cette innovation dans des espaces de dialogue là où on ne l'attend pas. On a quelques exemples comme les grands débats. On s'est dit comment on fait face au défi du vieillissement de notre population. On passe 1 an ensemble à réfléchir avec tous les acteurs du territoire concernés comment on peut faire une espèce d'innovation hybride, mais aussi sur de l'opérationnel concret sur ces thématiques-là, ou la transition énergétique. Et il me semble qu'il y avait aussi notre rapport avec la Loire, c'était le premier grand débat. Les 15 lieux à réinventer sont aussi une espèce de carte blanche à l'initiative citoyenne. Et finalement, quand on regarde, il y a beaucoup d'ESS dans les 15 lieux qui ont été réinventés. Le parti pris aussi de dire on va fusionner les impératifs écologiques avec les questions entrepreneuriales. Là, c'est l'économie circulaire, c'est la place qu'on fait à l'économie circulaire. Et là, forcément, on a des nouveaux champs d'innovation économique, écologique, qui prennent forme de manière très opérationnelle dans la ville. Et puis, on continue à mettre cette innovation sociale au cœur de la fabrique de la ville. Aujourd'hui aussi, quand on lance cette démarche assez inédite de convention citoyenne Covid-19, comme on le fait aujourd'hui, en se disant on a 100 jours où on va croiser, le regard d'experts sur le diagnostic territorial, où en est-on de la crise sur l'économie, sur les inégalités sociales, en donnant la parole à des citoyens. On leur donne 100 jours, convention citoyenne, c'est quoi vos préoccupations? Parce qu'on a besoin de la parole des habitants, savoir où sont les priorités à donner dans nos politiques publiques. Et ça, en fait, ça vient cultiver ce que je pense que Laurent a, et ce que les autres ont apporté sur le plateau maintenant, c'est cette volonté de défi commun et d'hybridation de solutions. Il n'y a pas de solution unique, c'est fini. Donc comment on fait émerger des solutions plurielles, les plus adaptées possibles? Donc vous évoquez à la fois le rôle de l'autorité publique, acteur de l'innovation, mais aussi espace de rencontre entre acteurs innovants. Un de ces acteurs, c'est aussi cette communauté maker, qui n'est pas unique à Nantes, elle existe un peu partout, les Fab Labs, etc. Raphaël, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette communauté? Comment est-ce qu'elle a pu éventuellement favoriser, par exemple, l'émergence du projet Maker, homonyme quasiment? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cet espace nantais des Fab Labs et des Makers? Alors d'abord Maker, c'est quand même remarquable, parce que s'il y a bien un enseignement sur ce type de communauté, de trajectoire d'innovation, c'est qu'au fond c'est très difficile de répliquer. C'est très compliqué d'imaginer que en prenant les mêmes conditions initiales, la même situation sanitaire et un autre territoire, il aurait pu se passer la même chose. Tout le monde est allé visiter la Silicon Valley, tout le monde a voulu la répliquer, et au fond il n'y a qu'une seule Silicon Valley. Mais plus généralement, effectivement, pour mettre un peu en perspective, pas Maker, mais au fond les faiseurs, ceux qui font, et d'où ça vient.
en fait, on a tous un peu ça en nous. C'est-à-dire que quand on a été enfant, la plupart d'entre nous, on a été face à un objet, puis on s'est dit, tiens, il fonctionne. Bon, bah, il fonctionne. Et puis je le laisse fonctionner. Et puis certains se sont dit, tiens, je vais essayer de le démonter. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je suis animé par une envie qui consiste à vouloir le démonter. Puis je l'ai remonté à l'identique. Bon, bah, au fond, j'ai fait une espèce de rétro-ingénierie qui m'a pas servi à grand-chose, mais au fond, je sais comment ça fonctionne, ce bazar. Et puis d'autres sont un peu plus curieux, se disent, tiens, mais et si j'essayais de détourner le bidule qui permettrait de faire un machin, je sais pas à quoi ça sert, parce que ça sert à rien, mais ça m'amuse. Et je découvre, tiens, qu'avec 3 roues, ça marche moins bien, 2, pas du tout, si j'en mets 5, c'est pas mal. Et puis finalement, je le dote de propriétés un peu nouvelles, qui sont un peu inattendues. Mais au fond, je suis un petit bricoleur. C'est un peu ça. Puis je me rends compte qu'une poupée à 3 jambes, bon, c'est sympa, ça fait peur à mes parents, mais au fond, ça tient plus simplement sur terre. Et cette capacité à bricoler à partir de pas grand-chose, à partir de très peu de compétences, bah en fait, c'est quelque chose qu'on a tous un peu en nous. Alors après, il se trouve que quand on va faire des études, puis des fois quand on en fait des longues, on perd un peu ça, parce qu'on rentre dans des systèmes qui sont souvent coercitifs, qui nous imposent des normes, et puis il y a de la rigidité, puis au fond, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis ça se discute pas. Mais pour autant, il y en a plein qui conservent cette âme d'enfant en eux, et puis qui ont envie de détourner, pirater, bricoler ou braconner. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 2000, il va y avoir un professeur au MIT, Niels Gershenfeld, qui va ouvrir un cours qui va être très attractif pour parmi les plus brillants des ingénieurs du MIT, quoi, parce qu'en fait, on ne comprend pas du tout ce qu'il va y avoir dans ce cours. C'est comment faire à peu près n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc un cours comme ça, en fait, voilà, ça fait fuir les plus mauvais, soit les meilleurs se disent, tiens, ouais. Et en fait, là, il va donner à disposition des étudiants un équipement au sein d'un lieu qui s'appelle le Fab Lab, laboratoire de fabrication numérique, des imprimantes 3D, puis il va leur dire, voyez, avec ça, on peut imaginer beaucoup de choses. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Tout du moins, lui, il ne le dit pas non plus comme ça. Mais par contre, ça peut servir à beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant avec le mouvement des Fab Labs qui va naître à partir du MIT, c'est qu'il va y avoir d'emblée l'idée de la communauté, du partage et d'absence de solution immédiate et finie. Voire même, je ne sais pas très bien définir le problème que je suis en train d'adresser. À titre d'exemple, moi, la première fois que je suis allé dans un Fab Lab, j'ai fabriqué un ascenseur pour lapin. Tiens. Évidemment, le gars rationnel va vous dire, mais ça sert à quoi? Mais c'est pas le point, en fait. C'est fabriquer un ascenseur pour lapin. Voilà. Puis on va bidouiller le truc, puis t'as pas la solution. Et tu vas te rendre compte que là, dans un mouvement un peu décentralisé, le numérique est dans cela, il y a des gars qui font peut-être un ascenseur pour lapin à Bamako. Il y en a d'autres qui le font aussi dans un Fab Lab à Osaka. Il y en a d'autres qui le font à Chiminé ou je sais pas où, au fin fond de la Vendée. Et puis pour le coup, tous, on a peut-être un petit bout de la solution qui permettrait d'avancer plus sereinement. Avec les Fab Labs vient cette idée que l'innovation peut être totalement décentralisée, très ascendante, et que finalement, la finalité de ce qu'on est en train de se faire peut se découvrir chemin faisant. Ça vient en complète opposition avec la façon dont on fait l'innovation plus traditionnellement, qui est descendante, avec des gens qui sont payés pour cela, par ailleurs. Or là, finalement, le Fab Lab, par nature, il est ouvert. Et les bonnes idées, elles sont dans la tête de tout à chacun. Et pas simplement dans les ingénieurs. Donc oui, l'ascenseur pour lapin, c'est peut-être pas celui qui avait appris la mécanique qui va réussir le meilleur ascenseur pour lapin. Parce que au fond, oui, les astuces et la capacité à bricoler, elle est liée à votre âme d'enfant. Donc ça, c'est un mouvement qui est intéressant. Alors après, le mouvement des makers, des faiseurs, des fais par toi-même, do it yourself ou fais-le avec les autres, do it with others, il est très lié en fait à ce mouvement-là. Alors il est installé dans les territoires. Il y a ici à Nantes un mouvement Fab Lab ancré dans la philosophie du MIT, et puis il y en a dans un certain nombre de territoires. Après, voilà, c'est un phénomène qui est installé, qui a un peu de mal parfois à franchir des échelles, puisque la grande difficulté qui va se heurter assez rapidement avec des innovations de ce type-là, c'est que vous allez faire bouger des lignes en fait. Vous allez déstabiliser des industries installées qui sont payées pour le faire, mais qui le font avec des coûts de production souvent qui sont très élevés. Puis vous avez eu votre énergie, votre frugalité, votre ingéniosité et les heures que vous n'avez pas comptées. En face, il n'y a pas ça. Donc il y a deux types d'innovations qui vont se battre parfois, et là on voit arriver à des lobbies industriels, à la réglementation qui ne va pas vous accepter forcément aussi simplement, parce que vous êtes un outsider qui venait un peu déranger un système installé qui souvent quand même est lié aussi à des rentes, enfin des choses un peu de cet ordre-là. Casser les codes, quoi. Oui, il y a de ça. Et c'est vrai que c'est un grand défi. Alors Maker, je trouve que là où c'est fascinant, c'est qu'ils arrivent avec quand même
un courage assez exceptionnel à abaisser chacune des barrières, quoi. Et puis au fond, ils renoncent à rien, quoi. Et alors évidemment, à la fin, je pense que ça va finir par payer. Puis la grande industrie, elle va peut-être plier, puis elle va se dire, bon les gars, on vous comprend pas trop, mais ce que vous faites, c'est quand même brillant, donc on va quand même accepter de travailler avec vous. Mais la question de l'illégitimité, par exemple, elle est très forte dans les logiques d'innovation. Au fond, qui tu es, toi, pour avoir pensé à un truc comme ça, alors que moi, j'étais payé pour le faire. Merci pour ce petit détour à travers les Fab Labs, mais c'est important de voir la culture, et je vois selon le retour que les gens sont très optimistes, que l'innovation n'est pas du tout empêchée par la crise. Ils sont 71%, pardon, c'est mon côté belge qui s'exprime, qui pense que non, ce n'est pas un frein. Donc vous êtes en train de motiver les gens qui nous écoutent. Francky, est-ce qu'on a besoin d'ascenseurs à lapins à Nantes, et comment est-ce qu'on peut les favoriser ? Surtout, on a besoin d'ascenseurs à lapin. Surtout quand c'est des gens comme Raphaël, qui, je ne connaissais pas cette petite anecdote et j'adore. Nantes a la chance d'être à la fois petite et grande. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier cet élément-là. Quand je dis ça, ça veut dire que pour être un territoire d'innovation et pas l'écosystème, parce qu'effectivement, je ne sais pas comment le qualifier. Moi, je parle plutôt de la famille de l'innovation, parce que dans le sens famille, c'est qu'on se connaît tous, on ne s'apprécie pas forcément toujours, mais on est content de se retrouver. Et à Noël, on aime bien manger la dinde ensemble. Il ne faut pas négliger ce côté-là de on se connaît, vous prenez les portables de tous là, et on a l'effet réseau qui va vite. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce que les autres territoires disent de nous. À Nantes, tout va plus vite, mais c'est pas parce que tout va plus vite parce qu'on a des trains qui iraient plus vite qu'ailleurs, c'est juste parce qu'on se connaît et on cultive cette proximité qu'on aime entre nous. On est petit et ça nous donne vraiment un avantage incroyable par rapport à d'autres territoires qui sont plus grands et dont l'écosystème sont plus dispersés, plus diffus et moins réactifs. On est quand même grand parce que, et Macaire le montre, dans l'innovation, il y a un moment donné, tous les échelons doivent être présents pour prendre tous les types de l'innovation. Maël l'a bien préposé, Laurent également. Il y a l'innovation de proximité très sociale dans laquelle on fabrique la ville avec les citoyens par les citoyens. Il y a aussi les innovations dans lesquelles la science, la technologie se met au service d'une cause partagée, où on remet du sens dans la science. Et si Macaire, et je regarde ici, Pierre-Antoine n'était pas là, Pierre-Antoine n'était pas nantais avant, il était vendéen, il est parti sur la côte, il est revenu à Nantes et c'est une chance. Si Pierre-Antoine n'était pas là avec ses valeurs et cette envie, effectivement, et s'il n'y avait pas Quentin, ce que Maël appelle les rebelles, moi je les appelle les citoyens engagés, enragés, parce qu'il faut avoir les deux termes, il faut avoir de l'engagement et de l'enragement, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, c'est juste fou, ça ne marche pas. Et donc on est un grand territoire parce qu'on a aussi de la science, des laboratoires qui travaillent très en amont sur de la science avec des projections à très long terme, et ça depuis longtemps. Et on a des citoyens engagés qui, à un moment donné, se disent « je vais aller briser les barrières », alors parfois en cassant la vitre de verre, ça c'est Quentin, mais ça a du bon parfois, parce qu'il a tout cassé. Et je me souviens encore de ce coup de fil un dimanche soir en me disant « Francky, il faut que tu m'aides, je veux absolument, suite au discours de Macron, je veux rencontrer quelqu'un au CHU ». J'ai dit « c'est Pierre-Antoine », donc échange de numéros, et après ça a tout cassé. Et ça, on en a besoin aussi, parce que l'aventure qu'ils ont fait dans un milieu hyper contraint comme la santé, elle montre bien qu'aujourd'hui, de temps en temps, il faut casser des vitres pour avancer. Alors l'aventure, on ne sait pas où elle nous mêle, mais en tout cas, je suis très content que ça soit passé à Nantes. Ensuite, sur l'innovation de 360, j'aime bien la vision de Maël. À Nantes, on a compris aussi que l'interdisciplinarité, les interstices entre les différents prismes de l'innovation, c'est là où se crée la richesse. On peut pas commencer par ça. Mais il y a un moment donné, quand effectivement la décision politique a été prise il y a quelques années en disant l'ESS, l'innovation sociale, l'engagement citoyen, monter en capacité, faire en sorte que le citoyen soit plus engagé dans la mise en œuvre des politiques publiques, il y a un moment donné, tout ça, ça monte en puissance, puis l'innovation technologique, souvent qu'on met en opposition, moi j'ai jamais mis en opposition l'innovation technologique, au contraire, on dit que la technologie doit se mettre au service de tous les autres types d'innovation managériales, qu'elle soit l'innovation de proximité, l'innovation sociale.
Et je crois qu'on arrive à un niveau de maturité dans lequel ces interstices font sens au niveau des sciences. On sait bien qu'aujourd'hui, les grands projets pour répondre aux objectifs de développement durable, c'est dans l'interdisciplinaire qu'elle se fait. C'est pas pour autant qu'il faut dire qu'il faut négliger les disciplines. Au contraire, il faut l'excellence disciplinaire, mais c'est dans l'interdisciplinarité qu'on va créer la richesse et donc les capacités d'innover fortement. Et nous, on le sait. Aujourd'hui, le territoire à Nantes, on veut être un des premiers territoires modèles sur l'interdisciplinarité. Ça se décrète pas. Et il faut encore, à un moment donné, trouver les espaces pour faire en sorte que justement cette interdisciplinarité se mette en place. Et c'est vrai pour la science, mais c'est vrai sur toutes les silos entre guillemets d'innovation. Et moi, je me bats contre ça. Je me battrai toujours ça. Non, à Nantes, on n'a jamais fait une smart city, et on est les premiers à le dire, dans lequel il y aurait de la technologie partout. Il n'y a pas un seul projet, pas un. On n'a même pas encore les lampadaires qui seraient pilotés par la donnée. Pourtant, c'est peut-être une politique publique qui servirait vraiment la transition énergétique. Et là, on mettrait la technologie au service justement d'un enjeu fort qui serait la transition énergétique. On ne l'a pas encore à Nantes. Bon, peut-être qu'on va l'avoir, je l'espère. Mais c'est la seule ville dans laquelle on se bat justement contre l'innovation technologique. Donc remettre du sens. Et je crois que, voilà, on est petit. On a des engagés enragés et on croit aux interstices, en tout cas, sur toute cette capacité à refabriquer la cité avec les habitants, mais tous les types d'habitants, parce que si on manque un maillon, si on n'a pas la science, pour moi, on n'avance pas. Si on ne passe pas à l'échelle avec des industriels, comme sur l'économie sociale et solidaire, on n'avancera pas bien. Parce qu'à un moment donné, il faut passer les étapes. Et je crois qu'à Nantes, on a tout pour essayer de bien faire. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a été labellisé sur ce sujet-là. Ville ouverte et interdisciplinaire. Et on a aussi le scoop, c'est qu'en réalité, Nantes Entraide a commencé avec Francky Trichet quand il a mis en contact Quentin et Pierre-Antoine. C'était le démarrage finalement de Nantes Entraide. J'aimerais avoir aussi la perspective européenne, parce qu'on a entendu beaucoup sur Nantes, l'écosystème local. Giovanni, qu'est-ce que vous inspire ces deux différents projets qui sont très différents par nature? Est-ce que vous y voyez des nouveaux modèles de coopération qui émergent aussi dans d'autres territoires européens? Yes, thank you very much. Merci beaucoup pour ce dialogue. J'ai beaucoup appris. J'ai été beaucoup intéressé par ces exemples nantais parce que je les trouve vraiment symboliques. Et quand on parle des Fab Labs, par exemple, en termes de Covid, quand on voit les réseaux des Fab Labs, on constate qu'il y a 3 domaines principaux dans lesquels ils travaillent et ils produisent des choses intéressantes pendant la période du Covid, la fabrication de respirateurs, d'équipements de protection individuelle. Deuxième domaine, c'est les actions de solidarité. Et un troisième domaine d'action, c'est la production à flux tendu d'imprimantes 3D et d'impression d'objets imprimés en 3D pour des objets rares, devenus rares sur le marché. Donc c'est cette capacité à faire face à un contexte où la contrainte temps disparaît, parce que c'est l'urgence qui fixe le rythme et qui fixe les priorités dans la production, dans le transport et autres. Alors, si on cherche une définition de l'innovation sociale et dans la pratique sociale, cela est à mettre en lien avec des enjeux sociétaux. Il faut prendre en compte tout le situ social, pas simplement des bénéficiaires de ces outils. Et la pandémie, dès lors, peut être considérée comme une opportunité unique à saisir pour l'avènement justement d'une nouvelle société civile, qui doit être un objectif indispensable. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'importance de la connexion entre les autorités publiques et les travailleurs sociaux aussi, dans le cadre de différentes dynamiques. Par exemple, au Portugal,
il y a un prix qui a été créé pour les pratiques ascendantes parmi les jeunes innovateurs. Les 2 gagnants étaient dans la région d'Algarve. C'était des étudiants en médecine en l'occurrence. Projet Covid Algarve tout d'abord, qui était assez similaire à l'un des projets qui a été évoqué ici à Nantes. Et le deuxième concernait la lutte contre la désinformation par le biais d'un site qui s'appelle clinique.pt, qui permettait justement à des étudiants en médecine de clarifier les informations qui étaient disponibles en ligne sur le Covid. Alors, ce qui est important aussi, c'est de coordonner les initiatives. Et ça, c'est la prérogative des autorités municipales. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple à Bologne, en Italie. La municipalité a joué un rôle de premier plan pour coordonner plus de 400 groupes et par le biais d'une sorte de pacte, et qui a permis de faire évoluer leurs priorités pour adapter leurs actions à l'urgence Covid. Et ce rôle de connecteur, si vous voulez, de passerelle pour maximiser les résultats est essentiel. Il faut ajouter aussi que, en matière de codécision, de co-organisation, la participation n'a pas été maximale ou maximisée dans la période du Covid. Je pense que à certains égards, c'était une occasion perdue pour les projets participatifs. La coproduction était très importante, mais la codécision était le parent pauvre de ce processus. Même si ça a essayé d'être formalisé, je dirais, au sein des municipalités. Mais c'est vrai que la participation a été empêchée justement par la crainte du virus. Alors il y a eu une forme de participation en ligne sur des plateformes, mais je pense que l'on pourrait repenser les besoins vis-à-vis de la participation stratégique. Nous avons constaté un grand engagement solidaire, un engagement ludique et assez volontaire. Par exemple, des projections en plein air, de cinéma et autres. Mais je pense qu'il nous faut une nouvelle approche participative pour repenser l'avenir. Par exemple, les maisons transformées en bureaux. Par exemple, certains groupes ont travaillé avec des familles pour qu'elles se réorganisent pour permettre un télétravail et une école à la maison faisable. Et je crois que les maisons à l'avenir devront, et les foyers à l'avenir, les ménages apprécieront ce genre d'organisation. On a bien vu qu'il y avait de nombreux projets qui tentent de répondre à cette crise. Il y en a eu à Nantes, vous en avez évoqué certains, divers et variés également, du technologique au plus social, au culturel même, la réappropriation du tissu social. J'aimerais passer maintenant à 2 grands thèmes. Il y a le côté vraiment territoire qu'on a abordé, l'ancrage territorial des innovations, mais également le côté crise. Moi, ce que j'aimerais un petit peu mieux comprendre, c'est cette sensation de vitesse et d'urgence qu'amène la crise, mais en même temps le risque de peut-être amener des solutions sur le marché qui ne sont pas adaptées. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer à la fois l'innovation dans l'urgence qui nous demande d'aller très rapidement, et en même temps de prendre le temps nécessaire d'être bien sûr de ce qu'on met sur le marché. Je pense que pour ça, il y a une façon de répondre qui est simple. Souvent, l'innovation, elle est vécue comme quelque chose de solitaire, avec des gens qui innovent tout seuls. Mais c'est faux. L'innovation, c'est quelque chose de collectif. Et l'innovation, en général, elle naît de la rencontre d'une connaissance, d'une compétence, d'une expérience d'un côté et d'une autre.
Et donc, c'est là que c'est important de se référer à ce que Pierre-Antoine appelle la xénophobie, le fait de ne pas avoir peur de l'autre. A privatif de xénophobie, c'est-à-dire l'absence de la peur de ce qui est différent de moi. Et que pour passer les frontières, c'est cela dont on a besoin. C'est une des valeurs qui est absolument fondamentale dans toute innovation telle qu'on l'a fait. C'est ce qui explique qu'un entrepreneur comme Quentin et qu'un professeur de médecine, malgré leurs différences apparentes, arrivent à rentrer en synergie. Et c'est ça qui crée en fait l'innovation. Parce que l'innovation, c'est la rencontre de plusieurs connaissances ensemble. Et c'est très intéressant de le mettre en rapport avec les makers. Parce que la culture makers, c'est une culture qui est dérivée du numérique, qui vient notamment de l'open source. L'open source, c'est un modèle qui, quand il est né, tout le monde le regardait en se disant c'est quoi cette bande de hippies fous. Et aujourd'hui, la vaste majorité du logiciel employé dans le monde est open source. C'est le modèle dominant qui a gagné et ruiné le logiciel propriétaire en collectivisant la capacité de faire de la R&D. Et donc, ça, c'est la culture makers, mais qui a été liée à une sorte de clanisation. Et ce que j'ai découvert en faisant Maker, c'est qu'en m'appelant Makers for Life, je m'étais tiré une balle dans le pied violente. Parce que tu arrives dans l'industrie, Makers, ça veut dire quoi? Ça veut dire bricolo du dimanche. Tu arrives dans la médecine, Makers, ça veut dire quoi? Ça veut dire clown. Parce que, justement, les makers se sont enfermés sur eux-mêmes dans les Fab Labs et n'ont pas réussi à essaimer dans l'industrie. La force de Makers, de Make Air, c'est qu'on a été capable, en partant d'une culture makers, d'intégrer des gens de l'industrie qui ont accepté nos modalités et qui sont arrivés avec, des fois, la rigueur de leur domaine. Et c'est cette xénophobie qui nous a permis d'avancer. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre. Il faut réussir à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Il faut aller voir des gens avec qui, par défaut, on n'a rien à se dire. Et pourquoi la crise est importante là-dedans? Parce que la crise est qu'un catalyseur. L'importance, la pression, la mise sous tension d'une crise va permettre à des gens, exactement comme dans un réacteur nucléaire, de se rencontrer et d'être obligés de travailler ensemble. Et là, ça va soit emmener des gens à se démultiplier, à être les meilleurs d'eux-mêmes, ou alors exacerber des peurs. Et c'est pour ça que la crise apparaît vraiment comme un catalyseur, parce que ça va séparer l'eau de l'huile très facilement. Parce que c'est comme ça que les gens vont se rencontrer. Donc l'innovation, elle est favorisée par les rencontres de gens qui n'auraient pas dû se rencontrer, et c'est ça qui la génère, l'innovation. Et la crise favorise en fait ces rencontres. Mais en même temps, vous parlez de rencontres alors qu'un des symboles de la crise, ça a été finalement l'isolement. Donc comment Maël, vous... La rencontre avec Makers for Life, la plupart des gens, je ne les connaissais pas, et je les ai rencontrés il y a quelques semaines, alors que j'ai l'impression de les connaître depuis 15 ans maintenant. Ça va, les technologies de la communication fonctionnent, on a fait des webconf full time et ça s'est très bien passé. Ouais. Et donc ça change complètement les modèles de coopération. Maëlle, vous souhaitiez réagir Oui, en parallèle, sur l'innovation sociale, nous, en fait, j'ai envie de vous dire que ce moment de crise a accéléré les questions sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années. Je vais prendre l'exemple du gaspillage alimentaire. La métropole, en 2019, s'engage à réduire le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important, tout ça. Concrètement, on est tous dans nos cadres, on a du mal à faire bouger nos lignes, et là, bim, Covid, en mars, effectivement, comment on fait? Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui jettent des denrées alimentaires. Et là, à ce carrefour-là, et j'utilise le mot carrefour parce que je vais vous parler des grands surface, il y a des initiatives citoyennes, il y a des entreprises dites classiques, il y a des entrepreneurs solidaires, il y a des CCAS qui se mobilisent dans tous les quartiers nantais en disant, en fait, on a des projets plein les tuyaux, et ces carrefours d'accélération, comment on les met en place en 15 jours pour que les gens mangent à leur faim. Et ça, moi, ce qui me préoccupe
dans le moment, c'est dire comment on concrétise ces choses-là sur le temps long, c'est-à-dire que les faiseurs dans les quartiers, c'est-à-dire que les mangeurs dans les quartiers et les grandes surfaces, comment on conventionne, comment on contractualise ensemble pour que cette accélération s'inscrive de manière pérenne. Et c'est ce qu'on fait auprès des étudiants avec la surprenante épicerie qui délivre 400 paniers par jour à des étudiants qui sont en précarité. Et autour de ce projet, la crise, elle a révélé en fait des connexions possibles. Et non seulement elles sont possibles, mais elles ont été réalisées dans un temps record. Donc, on a remué le cocotier, on a bougé les cadres, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, on s'est rebellé face à cette situation qu'on jusqu'à maintenant, on subissait. Raphaël. Je voulais juste revenir un instant sur ce que disait Quentin, parce que c'est fondamental aujourd'hui de comprendre que la rupture, elle provient du mélange heureux des contraires, en fait. Mais ça vient challenger en profondeur tous les niveaux de gouvernance, du territoire, de la région, de l'État et au niveau européen, qui ont pour fonction que de chercher à subventionner ou à accompagner les démarches d'innovation. C'est-à-dire dans l'exemple des makers, qui est un peu caricatural, à aucun moment un équipement n'est une condition suffisante. Il ne s'agit pas de poser une imprimante 3D dans le coin de cette salle pour dire j'ai un Fab Lab. Il s'agit d'énergie humaine, il s'agit d'ingéniosité et il s'agit d'état d'esprit, d'accepter les différences, d'accepter l'apprentissage par l'erreur, mais ça c'est très complexe dans un milieu où nos gouvernants sont pétris de certitudes et à qui on a dit pendant des années tu as la solution au problème que tu es en train de formaliser en fait. Donc ça c'est une vraie question, c'est comment on design des politiques publiques qui ont pour fonction non plus de subventionner de l'existant, mais soit des changements de représentation, des états d'esprit ou des nouvelles connexions. Moi ce que j'appelle un peu la pensée sauvage. Et ça c'est très complexe, parce que les gens qui décident ne viennent pas de cet univers-là. Ce sont des gens qui sont pour le coup dominés par des normes et des rigidités dans leur mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un défi. Alors je crois qu'à Nantes, pour le coup, on a des dispositifs comme ça, qui sont à la fois des expérimentations institutionnelles, je pense notamment au Nantes City Lab, où on essaye sur le territoire de déployer des bidules. On ne sait pas très bien si ça va marcher, mais par contre, ça génère de la mobilité intellectuelle, et puis ça génère de la perturbation dans les réseaux d'acteurs. C'est-à-dire qu'inévitablement, le projet est une plateforme qui favorise la rencontre entre de nouvelles personnes qui ne se seraient pas croisées. Des Quentin Adam et des Pierre-Antoine Gouraud, mais plein d'autres en fait à travers tout type de projet. Et j'aime bien la première question qu'on voit là, qui nous vient du public. Comment peut-on donc mettre en place ce type de projet en temps normal, sans attendre qu'une crise nous y contraigne? Je trouve cette question intéressante, parce que là, on parle de révolution, en fait. Est-ce que cette crise a permis de révolutionner la réponse? Peut-être Laurent et Francky, vous pouvez réagir à ça? Oui, j'y arrive tout de suite. Et justement, si rupture il y a, c'est peut-être nous amener à une autre conception du territoire. Le territoire, on l'a classiquement en tête comme une sorte de corrélat obligé de souveraineté, corrélat spatial sur lequel on va appliquer des politiques publiques plus ou moins sectorielles, de la subvention d'équipement, Raphaël le disait. En gros, on met énormément de sens maintenant sur les réseaux qui trament ces territoires, à tel point qu'on parle de famille, Francky parlait de famille tout à l'heure. Le risque de cette conception, si on la pousse au bout, c'est un effet de club, un effet uniquement de club. Et ce que je trouvais intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'en gros, la découverte de l'autre, des gens qu'on ne connaissait pas avant, vient un peu faire voler en éclats le risque d'un territoire qui serait une accumulation de clubs avec des créatifs d'un côté, d'autres fabricants ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point, puisqu'on parle du territoire, c'est aussi qu'on est quand même frappé de voir que l'échelon d'action publique locale dont on parle beaucoup, c'est la municipalité. Et donc il y a peut-être un vrai enjeu aussi de se redire comment ça percole à l'échelle des métropoles qui ont maintenant de plus en plus de prérogatives, quoi. Moi, je crois qu'il y a un élément qui est important dans ce qu'on dit, c'est se mettre en capacité de rencontrer l'autre avec respect, avec envie, engagement et sur des valeurs communes. Il n'y a qu'un lieu, enfin pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est les lieux. Je crois que le maillage territorial, il doit proposer des lieux qui créent des liens. Aujourd'hui, on a la chance à Nantes d'avoir différents lieux. Alors certains sont effectivement très, on va dire,
sous une âme particulière. On pense aux écosolis, on pense à la cantine, on pense qui ont déjà une âme, mais qui est une âme qui se fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas partir from scratch en disant on a des lieux où il n'y a pas d'âme, où il n'y a pas, on va dire, de sens initial sur une filière ou une façon de faire. Maintenant, plus on démultiplie les lieux de rencontres, plus on a des événementiels, plus on a la chance d'avoir des rencontres de ce type-là. Et ça, c'est important. Donc, cultiver des lieux pour créer du lien, ça doit être un basique. Et on le voit bien, l'exemple de Station F, c'est ce qu'il ne fallait pas faire à Paris. Ils l'ont fait, tant mieux, un lieu XXL, avec cette volonté d'avoir... Enfin, je veux dire, je pose un jugement personnel, mais je crois que Station F, ce n'est pas forcément la réussite de ce qu'ils attendaient au départ. Parce qu'une concentration d'un espèce de gros paquebot comme celui-ci, c'était peut-être pas forcément ce qu'il fallait faire. Par contre, avoir plusieurs lieux dans lesquels on essaie de créer des liens, par exemple entre tout ce qui se passe sur le numérique et les écosolis, tout n'est pas, on va dire, en couverture, en recouvrement, mais il y a des passerelles qui sont évidentes, l'un doit nourrir l'autre, et le rôle de la collectivité, c'est d'impulser en fait. Il y a plein de dispositifs qui sont possibles, on l'a vu, on peut lancer des défis, on peut mettre en face des journées événementielles sur ce qu'on a mis sur Tech for Good, où on essaie de croiser les regards. Et après, le deuxième élément, pour moi, ce qui est important, c'est le rythme de l'innovation. On est très en amont dans l'amorçage, la rupture, on va bousculer des codes, le City Lab, on expérimente, point. Et après, comment on passe à l'échelle ? Ce fameux passage à l'échelle, aujourd'hui, il est compliqué. On voit bien une expérimentation. Macaire, aujourd'hui, le passage à l'échelle, il n'est pas facile, c'est pas encore gagné. Des expérimentations sur l'économie sociale et solidaire, à un moment donné, quand on veut passer à l'échelle sur les déchets, par exemple, une super innovation à l'échelle sur les déchets, si on ne va pas entraîner, mettre en adhésion les majors aujourd'hui de ces secteurs-là, on ne gagnera pas. Aussi belle l'innovation soit-elle, on ne passera pas à l'échelle. Et pas passer à l'échelle, pour moi, c'est quelque part l'innovation qui ne se transforme pas et donc on n'a pas d'impact sur la société comme on voudrait. Ce passage à l'échelle, il est compliqué, que ce soit sur l'expérimentation très en amont. Il peut y avoir des choses très jolies, comment à un moment donné on arrive à généraliser ça aux différents types d'échelles territoriales, que ce soit la ville, la métropole, la région ou l'État, voire l'Europe et voire le monde. Et ça, on a besoin aussi à un moment donné d'avoir, pour moi, de la commande publique qui doit être... qui doit amorcer la pompe. Je prends un exemple très simple, on était encore avec Maël il n'y a pas longtemps. On voit la filière hydrogène verte qui aujourd'hui pousse. Il y a des innovations qui ont été faites depuis longtemps, on arrive à un niveau de maturité. Et aujourd'hui, si la commande publique n'est pas là pour amorcer la pompe sur aujourd'hui, il nous faut des flottes, sur la mobilité, que ça soit quel que soit le niveau. Tous les industriels, toutes les startups, tous les jeunes pousses nous disent nous on ne peut pas baisser nos coûts, donc aidez-nous. Et je crois effectivement aujourd'hui à la commande publique pour aller en tout cas faire en sorte que toutes ces innovations qui nous viennent des territoires et qui sont vraiment sur des rencontres qui sont improbables, sur des cultures qui sont souvent en opposition. Pierre-Antoine et puis Quentin, je vais vous dire, au début, il fallait mettre une pièce pour se dire que ça allait marcher. Et pourtant, l'histoire, elle est belle et ça marche. Et je crois qu'il y en a plein des couples comme ça à créer. Mais nous, on doit être là, la commande publique, pour amorcer et pérenniser ces innovations. Le marché public, c'est un vrai enjeu. Pierre-Antoine, on a parlé de territoire, mais en même temps, Quentin disait, nous, notre coopération, elle s'est faite de manière complètement numérique, finalement, enfin dématérialisée. Donc, est-ce que pour vous, ce côté territoire a été important dans le développement de Macaire ? Ce territoire, et plus largement ce pays, il a des réservoirs d'ingéniosité et de générosité qui sont absolument fabuleux. Maintenant, il faut que le pouvoir public... C'est vrai à l'échelle locale, c'est encore plus vrai à l'échelle parisienne. Il faut qu'elle soit là pour vraiment accompagner, pas pour inhiber, pas pour tuer en disant mais vous ne pouvez pas soumettre telle réglementation. On le dit parfois dans une formule qui est un peu douloureuse. Aux États-Unis, ils ont les GAFA, nous on a les SERFA. Et cette succession d'obligations réglementaires qui s'applique en période normale alors qu'on n'est pas en période normale, alors qu'on est hors norme, en fait, elle frise, elle inhibe toutes les énergies qui peuvent se mobiliser sur un territoire. Et ça, c'est une vraie question à laquelle il faudra qu'on réponde dans les années qui viennent. Mais en même temps, je dirais, moi je supposerais qu'il y aurait un contrôle exercé par l'autorité publique beaucoup plus fort en temps de crise, notamment en temps de crise sanitaire, qu'en temps normal. Et à la fois, il y a les contraintes de la crise qui nous demandent d'accélérer, de trouver des solutions, mais les mêmes contraintes nous demandent de contrôler, de gérer le risque, principe du risque zéro. Dans un projet comme Nantes en TED, il y aurait pu y avoir toutes sortes de risques là-dedans.
à faire coopérer des gens ensemble de manière bénévole. Comment est-ce que vous voyez cette dichotomie ? Justement, peut-être un bon exemple. À un moment donné, on a eu des gens qui nous ont contactés parce qu'ils avaient besoin de manger. Donc il fallait qu'il y ait des personnes qui aillent faire des courses, acheter leurs médicaments et leur amener. C'est tout bête. Alors on s'est dit, bon ben ok, alors nous on est service public, on est garant, comment on fait pour faire une transaction financière ? Bon, ben on peut pas en fait, on peut pas garantir ce genre de choses. Donc en fait, on est juste parti du principe qu'il fallait faire confiance, voilà. Et concrètement, on n'a eu aucun retour. Alors, j'ose espérer que tout s'est bien passé, mais je pense qu'il faut juste faire confiance. Et ce qui est assez marrant de cette période, c'est qu'au final, là où on aurait pu regarder du point de vue du risque, en fait, on a juste été obligé de faire confiance si on voulait que les gens aient leurs médicaments et à manger. Oui, c'était le Fab Lab de l'innovation sociale, on va dire. Peut-être Laurent d'abord et ensuite Maël. C'est rapide, c'est au sujet du risque. On sait bien maintenant que plus on prend de risques, plus on fait attention globalement. C'est-à-dire que ces deux-là vont de pair. Le principe de précaution, c'est pas ne pas agir en attendant de savoir, c'est précisément agir sans savoir. Et je pense que ce qu'on a entendu, l'enjeu des solutions plurielles, du tâtonnement, de l'exploration collective, où en gros les acteurs, à partir de questions de terrain, font ensemble, sont sûrement quelque chose que moi je retiendrai volontiers de la crise. C'est-à-dire de l'entendre comme ça, et non pas comme un biopouvoir qui se remet en place pour toute une série de contraintes qu'on connaît très bien. Je pense qu'il y a un point qui est important, qui est arrêter de concevoir les règles sur l'abus. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, la première pensée qu'on doit avoir, c'est comment des gens vont en abuser, le détourner, en profiter. Parce qu'en fait, la plupart des gens s'en foutent, ils ont envie de s'en servir dans une version améliorative. Et plus tu fais confiance aux gens, plus les gens sont meilleurs. Moi, je me souviens, j'avais créé une boîte, on faisait des jukebox connectés qui permettaient aux gens de faire des playlists dans un lieu. Quand on présentait le projet à l'étranger, ça se passait toujours bien. Et la première question qu'on avait en France, c'était comment vous vous assurez que les gens qui mettent de la musique sont dans le lieu ? Bon, je sais pas, mais on s'en fout, mais de toute façon, tu vas pas rajouter de la musique dans un lieu dans lequel t'es pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a peut-être un connard qui va le faire un jour, mais enfin, on s'en fout. Et sur la loi, c'est la même chose. Aujourd'hui, en France, on a tendance à créer des lois où on va s'intéresser aux 1% les plus médiocres et inintéressants de la population qui pourraient l'exploiter dans le mauvais sens, plutôt que de se poser la question de comment on fait des choses belles ensemble. Et je pense que c'est un problème, et c'est un problème qui est lié à la façon dont aujourd'hui on conçoit le rapport de citoyen à sa direction, et quand on se retrouve avec des citoyens qui attaquent en justice le pouvoir public, on se retrouve dans un rôle comme ça de fournisseur de services publics qui, à mon avis, détruit la relation de faire sens en société. Merci. Moi, je pense que la confiance a été au cœur de cet épisode de crise, parce que à Nantes, moi j'ai tendance à dire, la confiance, elle se décrète pas. À Nantes, elle se construit, elle se cultive dans des espaces de dialogue, de partenariat, de co-construction. Par contre, ce qui peut être intéressant, et ce qu'on a vu là, c'est l'accélérateur de coopération. Le partenariat, on est les uns à côté des autres, on se tape sur l'épaule, on est content. La coopération, on s'implique. On s'implique les uns avec les autres sur un projet. Et ça, effectivement, ça nécessite et ça demande de la confiance. La confiance, on l'a, elle est présente, mais parce qu'on n'a pas le choix. La crise, l'épisode, moi j'appelle ça un épisode, parce qu'en fait, c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça fait 30 ans que notre pays et notre Europe et notre monde connaît un certain nombre d'épisodes de crise, qu'ils soient économiques, sociales, sanitaires. En gros, on n'a pas le choix. On a plutôt intérêt à conditionner notre avenir par de la coopération, de la solidarité et de l'entraide, tout en conjuguant avec des activités qui prennent en compte le côté un peu angoissant écologique du truc, en disant il faut aller vers une économie décarbonée, plus sobre en matières premières. Tout ça, on le sait.
sait. Maintenant, ça se combine avec l'appétit qu'ont les générations qui arrivent de changer le monde, de changer le modèle. Et moi, j'entends contrat social, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Poser au cœur du périmètre de notre contrat une valeur comme la confiance, le territoire et quelques défis communs, on peut innover à plein tube. C'est intéressant aussi de voir un petit peu d'où on vient par rapport à ces questions d'écosystème et d'innovation territorialisée. Pendant très longtemps, en fait, l'objet qu'on avait pour lire tout ça, c'était un bidule qu'on appelle le cluster. Et on était tous les territoires, l'Europe et en Amérique du Nord, animés par cette idée qu'il fallait regrouper sur une portion de territoire, au sens physique du terme et géographique, en fait, les acteurs d'une filière. Alors, souvent les industriels, les académiques, puis ça faisait des choses qu'on appelait des science parks. Ça, on l'a un peu laissé de côté parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on finançait que de l'existant. Alors on a glissé sémantiquement vers cette notion un peu plus flottante d'écosystème, qui renvoie à l'idée de l'énergie, des entrées-sorties, et surtout qui a mis la focale sur l'entrepreneuriat et sur une attitude plus que sur des acteurs en place. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être pas suffisant pour comprendre ce qu'on est en train de raconter là. Avec des collègues à HEC Montréal, on réfléchit à la notion de commun local et de commun local dans les écosystèmes. Et on voit que pour alimenter un commun, en fait, d'abord, il y a le principe qu'un commun, ça s'use quand on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'il peut être là, mais il faut savoir l'activer. Et ces histoires de confiance, très clairement, elles sont consubstantielles d'un commun qui grandirait, en fait. Donc le commun, c'est l'idée aussi d'une ressource partagée. C'est l'idée que chacun, qui que nous soyons, en fait, peut être en capacité d'investir dans un commun. Mais ça fait que ce commun, à un moment, il va relier aussi tous les autres, parce que c'est aussi une vision partagée. C'est du sens, en fait, et des valeurs que tout un territoire peut embarquer. Et dans ce travail que l'on fait là, qui est encore un peu académique et en chantier, il y a deux types de politiques qu'on voit comme dominantes, ce qu'on appelle les experience-based policy, donc les politiques fondées sur l'expérimentation, et les community-based policy, c'est-à-dire les communautés d'innovation, qui vont toutes se réunir autour d'un projet ou d'un lieu, mais dont le maillage et les intersections en fait sont tout à fait déterminantes pour fabriquer en fait des valeurs communes, qui auparavant apparaissent comme extrêmement distantes. Les gens de la cantine numérique, pendant très longtemps, finalement, les gens des écosolies, ils les voyaient un peu de façon lointaine, alors même qu'ils sont en proximité. Mais en étant dans des démarches de ce type-là, expérimentales ou communautaires, en fait, on peut fabriquer des projets dans les intersections, qui alimentent des communs, qui font qu'à un moment, il y a l'histoire que tu appelles la famille, mais en tout cas qui génère de la confiance et qui alimente en fait après la circulation des flux, des signaux, des énergies. Alors Giovanni, je vais vous donner 2 minutes pour réagir sur ce sujet. Est-ce qu'il est possible de faire émerger ce type de projet à une échelle plus grande, style par exemple européenne, ou est-ce que ce type de projet est nécessairement très local du fait du maillage spécifique? Je pense que c'est une expérience qui pourrait éventuellement nous aider, nous, pour réduire les barrières qui existent déjà. Récemment, dans les derniers 2 mois, le ministère de la Modernisation au Portugal a travaillé avec les fonctionnaires pour essayer d'avoir toutes les idées possible pour l'avenir, pour essayer de trouver la valeur dans tout ce qui se passait autour. Mais il y avait toujours cette barrière démocratique qui freinait l'innovation. Et je pense qu'on pourrait aller aujourd'hui plus loin. On pourrait inclure le public, un public plus large, pour essayer de comprendre les incentives, les initiatives qui seraient les meilleures pour les institutions, pour qu'elles soient plus engagées et pour qu'elles trouvent des solutions immédiates. Je regardais la Convention française sur l'environnement et pendant le confinement, j'ai vu un document qui était très intéressant sur la solution ou sur la solution possible pour la phase suivante. Et je pense qu'actuellement, nous avons besoin de cette façon de réfléchir pour réduire la barrière et pour booster les drivers, les leviers qui pourraient nous aider éventuellement à changer notre façon de produire et notre façon de vivre avec notre environnement
dont nous avons beaucoup parlé pendant le confinement. Nous essayons de retrouver une certaine paix. Et je pense qu'il y a de nombreuses opportunités devant nous pour essayer vraiment de créer des liens avec les quartiers et les gens qui habitent dans tous les quartiers de nos villes. Merci beaucoup Giovanni pour ce retour d'expérience aussi au niveau européen. Cela conclut notre table ronde. J'espère que vous avez pu vous intéresser à ce nouveau modèle de coopération sur les territoires qui a été accéléré par la crise. Et finalement, c'est pas si mal d'innover en zone de turbulence. Merci à vous d'avoir regardé notre débat. Merci. Merci à vous. Merci bien.